Place à l'actualité sur DBS, bienvenue à tous. Afrique centrale en tête de cette édition, le Cameroun braque les projecteurs ce mardi 11 février sur la jeunesse à la faveur de la célébration de la 54e fête nationale consacrée à cette tranche de la population. L'événement marque l'apothéose de plusieurs jours de festivités lancés dans les établissements avec à l'affiche kermesse, investissement humain, découvertes et bien d'autres. Cette édition est axée autour du thème jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Comme de tradition à la veille de cette célébration, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est adressé dans un message radio diffusé et télévisé à ses jeunes compatriotes, fers de lance de la nation. Mes chers jeunes compatriotes, il n'y a pas si longtemps, m'adressant à la nation, je vous disais que le septennat en cours devait être décisif. Je pensais bien entendu à notre accès à l'émergence à l'horizon 2035 qui validerait nos avancées dans le domaine de la démocratie et du progrès économique et social. Dans l'actualité, la Cour d'appel de Paris a condamné lundi Théodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. Le vice-président équato-guinéen est accusé de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. En première instance, le 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Paris avait prononcé la même peine, mais avait assorti l'amende de 30 millions d'euros de sursis. Et c'est ce sursis financier que vient de lever la Cour d'appel de Paris. Premier dignitaire étranger à être jugé en France dans le cadre des procédures dites de bien mal acquis, Théodorin Obiang devrait dans les jours à venir se pourvoir en cassation. Ses avocats ont toujours dénoncé cette poursuite judiciaire, la qualifiant de procès politique et d'ingérence dans les affaires d'un État souverain. Rideau lundi sur le 33e sommet de l'Union africaine. Les dirigeants du continent réunis à Addis Abeba en Éthiopie ont réitéré leur volonté commune d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Sur la résolution des conflits, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, désormais à la tête de l'Organisation continentale pour 1 an, a annoncé 2 sommets au mois de mai à Pretoria. Le premier sur la sécurité, le second sur la zone de libre-échange continentale. Sur la crise libyenne, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré son soutien à l'initiative africaine qui a entrepris d'organiser un grand forum de réconciliation dans ce pays. En ce qui concerne le Soudan, le bloc régional IGAD a exclu l'idée d'un 3e report à l'approche de la date butoir fixée au 22 février 2020. Et puis, la culture était aussi au cœur de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En marge de ce 33e sommet, il s'est tenu une séance inaugurale du Comité africain des pairs pour la culture, les arts et le patrimoine. Les chefs d'État africains veulent en faire une priorité pour eux. Il est plus que jamais nécessaire de briser l'idée et les perceptions de toujours reléguer la culture au second plan. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, qui préside le comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, s'est fait l'écho de l'importance de cette révalorisation pour le développement du continent. La culture ne pouvait avoir meilleur avocat qu'un digne fils du Mandé, descendant légitime et héritier d'un riche patrimoine culturel dans le développement des nations modernes. À Addis Abeba, en Éthiopie, les leaders africains se sont également penchés sur le volet nutrition en Afrique. Ils se sont retrouvés au cours d'un dîner de haut niveau à l'initiative de la Banque africaine de développement qui a centré les échanges sur l'Alliance des dirigeants africains pour la nutrition. Un forum de partage d'expériences et de bonnes pratiques destiné aux leaders, pouvant influencer la donne de la problématique nutritionnelle dans leur pays. Pour avoir mis sur pied un programme national de nutrition qui porte déjà des fruits en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a bien voulu partager avec ses pairs le modèle ivoirien. Je voudrais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la lutte contre la malnutrition une de ses priorités.
Et nous avons créé le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui est logé à la présidence de la République et qui est sous la supervision du vice-président Daniel Kablan-Duncan, que vous connaissez tous car il a participé à toutes vos rencontres jusqu'à celle-ci. Le Conseil national pour la nutrition a pour objectif de faciliter la synergie et la convergence des politiques et de suivre la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, dont nous avons évalué le coût global à 470 millions de dollars américains. En marge de ce sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, au cours d'un entretien accordé aux médias internationaux, a confirmé l'ouverture d'un dialogue avec les chefs djihadistes, notamment Iyad Had Ghali et Amadou Koufa. Le chef de l'État malien a rassuré que cette tentative de discussion est nécessaire afin de tenter de venir à bout du terrorisme. J'ai devoir aujourd'hui et mission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Mais je ne suis pas naïf, c'est disant. Je ne suis pas naïf du tout. Ceux qui ordonnent que l'on vienne dans une mosquée se faire exploser au milieu des fidèles n'ont pas beaucoup mon estime. Et chacun le sait. Cette histoire de dialogue, de dialoguer avec Koufa et Iyad n'a pas surgi comme ça au réveil d'un somme de Ibeka. Nous avons au Mali tenté la gageure d'un dialogue national inclusif. Et parmi les recommandations, il y a cet aspect-là là-dedans. Pourquoi pas essayer le contact avec ceux-là dont nous savons qu'ils tirent les ficelles de la situation au Mali. J'avoue qu'aujourd'hui encore, nous sommes en attente de quelques frémissements. Mais au sortir du dialogue national, on ne triche pas. On a dit on va essayer ce que le peuple a réuni dans une sorte de logis à Gilga, comme en Afghanistan, a souhaité que nous fissions. Et nous sommes en train d'essayer de le faire, mais sans aucune grande naïveté. Ce ne sont pas des grands candides qui pensent que tout de suite cette porte va s'ouvrir. Mais nous rassurons également que nous ne sommes pas des gens butés, des gens bloqués, des gens obtus. Pendant ce temps, l'armée malienne a repris la route pour Kidal, dans le nord du pays. Lundi 10 février, le premier bataillon reconstitué d'environ 300 militaires a quitté Gao. Il devrait arriver sur les lieux au bout de 4 jours, c'est-à-dire ce vendredi. Le convoi est composé d'un tiers de militaires de l'armée régulière, un tiers d'ex-rebelles et un autre tiers d'ex-combattants pro-gouvernementaux. Selon la MINUSMA, mission de l'ONU dans le pays, ce retour de l'armée malienne dans la ville symbole de Kidal, contrôlée par d'anciens rebelles séparatistes Touaregs, constitue une étape déterminante dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'application de cet accord est considérée comme un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali, confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Dans la suite, en Guinée, cette fois-ci, alors que la date du référendum sur la réforme constitutionnelle couplée aux législatives du 1er mars approche, le président Alpha Condé a rompu le silence pour expliquer le bien fondé de ce processus rejeté fermement par l'opposition qui y voit une manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Mais je ne comprends pas. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de constitution et que c'est passé comme lettre à la poste. Quand il s'agit de la Guinée, comme Alpha Condé est un homme indépendant et qui a son franc-parler, peut-être ça gêne beaucoup de gens. Je ne vois pas pourquoi on va avoir une démocratie multivariable, que certains puissent changer de constitution, se présenter autant de fois qu'ils veulent, sans qu'on trouve ça normal, et que pour d'autres, on trouve normal. Depuis la mi-octobre 2019, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution,
Une coalition de la société civile et des partis politiques de l'opposition multiplie les manifestations contre cette profonde modification de la constitution guinéenne de 2010. Une modification qui, selon eux, vise à permettre au président de briguer pour une troisième fois la magistrature suprême au terme de ses 2 mandats constitutionnels fin 2020. Dans ce chapitre consacré aux élections au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a entamé hier les échanges avec les partis politiques dans le pays. Au menu de ces concertations, le nouveau cadre juridique des élections et le chronogramme électoral, en vue de l'organisation optimale du scrutin municipal, communal et local du 17 mai 2020. Cette sortie est la première menée par la Sénat depuis l'enclenchement du processus électoral. Elle entend poser les jalons pour un processus électoral crédible et transparent. En Algérie, la justice a condamné Saïd Bouteflika ainsi que ses 2 co-accusés, des anciens patrons du renseignement, à 15 ans de prison lundi, lors de l'audience devant la cour d'appel militaire de Blida pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'État. Saïd Bouteflika, 62 ans, fut l'influent conseiller spécial de son frère Abdelaziz Bouteflika durant ses 20 ans de règne. Selon l'accusation, il s'appuyait sur les ex-patrons du renseignement pour limoger les chefs d'état-major de l'armée. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information continue sur DBS.